Donc nous sommes à la hauteur de Bourg-en-Bresse sur la A40. Nous sommes à la hauteur de Bourg-en-Bresse Nord. Nous sommes sur la A40 en direction Lyon. De Bourg-en-Bresse. Ok Google, écoutez France Inter. L'application Radio France ne semble pas être installée, mais vous pouvez la télécharger plus tard. En attendant, vous pouvez également demander à écouter les actualités ou un podcast. Pas de problème, je peux vous aider. D'abord, veuillez déverrouiller votre téléphone. Ok Google, écoutez Europe 1. Pour écouter Europe 1 en direct, vous avez plusieurs options. Application mobile, téléchargez l'application officielle d'Europe 1 ou l'application d'agrégation de radio, comme TuneIn, lien vers radio.fr sur votre smartphone. Recherchez Europe 1 et lancez la diffusion en direct. Site web. Rendez-vous sur le site web d'Europe, un lien vers europe1.fr ou sur des plateformes spécialisées comme lien vers écouterradioenligne.com. Vous y trouverez un lecteur audio pour écouter la radio en ligne. Conseil. Pour une meilleure expérience, assurez-vous d'avoir une connexion internet stable. Vous souhaitez plus d'informations sur une option en particulier ? Ok Google, il y avait combien de centimètres de neige à Besançon et à Mulhouse et à Montbéliard aujourd'hui? Excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà, il répond pas. Ok Google, qu'est-ce que tu me proposes comme radio d'information française sur Internet? Excusez-moi, je n'ai pas compris. En tant qu'IA, je ne peux pas directement vous proposer une radio, mais je peux vous orienter vers quelques options populaires. Radio France. L'application officielle de Radio France vous donne accès à France Info, France Culture et d'autres stations. Vous y trouverez des actualités, des podcasts et des émissions variées. Lien vers radio.fr. Cette plateforme propose un large choix de radios françaises, dont France Info, en direct et en podcast. Application tierce. De nombreuses applications comme TuneIn ou Spotify proposent également un grand nombre de stations de radio françaises, dont celle d'information. Pour choisir, considérez ces critères. Contenu. Quelles sont les actualités qui vous intéressent le plus? Format. Préférez-vous les émissions en direct, les podcasts ou les journaux parlés? Qualité sonore. Assurez-vous d'une bonne connexion Internet pour une écoute optimale. Conseils supplémentaires. Utilisez la fonction de recherche. La plupart des applications vous permettent de rechercher des stations par nom ou par thème. Consultez les avis des utilisateurs. Les commentaires d'autres utilisateurs peuvent vous aider à faire votre choix. Essayez plusieurs options. N'hésitez pas à tester différentes applications pour trouver celle qui vous convient le mieux. En résumé, il existe de nombreuses options pour écouter la radio d'information française en ligne. Prenez le temps de comparer les différentes offres et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Ok Google, combien y avait-il de centimètres de neige aujourd'hui à Mulhouse, Montbéliard et Belfort? Excusez-moi, je ne comprends pas. Ah, il veut pas répondre.
Google, pensez-vous qu'il y aura la troisième guerre mondiale? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, il a les deux téléphones, il y en a un qui parasite. Ils ont tous les deux la même adresse email. Si j'en mettais une autre. Ok Google, qu'est-ce que tu peux me proposer sur YouTube comme radio française? Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google, sur YouTube, qu'est-ce que tu peux me proposer comme émission? Sur votre casque, je ne peux diffuser que de la musique YouTube. Si vous voulez regarder une vidéo, formulez votre demande sur votre téléphone. Ok Google, qu'est-ce que tu peux me proposer comme podcast sur YouTube? Pour écouter un podcast, dites son nom. Par exemple, dites « Mets le dernier épisode de », suivi du nom du podcast. Ok Google, mets un podcast sur la guerre en Ukraine et en Russie. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google, mets-moi un podcast sur la guerre en Ukraine. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google, mets-moi le dernier podcast de guerre en Ukraine. J'ai cherché dernier podcast de guerre en Ukraine, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Ok Google, mets-moi le dernier podcast sur le Dassault Rafale. D'accord, je lance Dassault Rafale, Edit, sur YouTube. Ok Google, mets-moi le dernier podcast sur le service secret français. Ok, je demande à YouTube de lire dernier podcast sur le service secret français. Il y a des jours où t'en peux plus. Où t'as pas envie de te réveiller. Où t'as pas envie d'aller au boulot, à l'école, à l'entraînement. T'as plus envie de rien. Parce que t'as assez donné. T'as donné tout ce que t'as. T'as
fait les sacrifices, mais t'y arrives pas. T'arrives pas à transformer ta vie. T'es comme un bateau au milieu d'une mer déchaînée. Ça vient de tous les côtés. T'es en train de couler. C'est pas le moment de toucher le fond. Faut que tu remontes à la surface. Le problème, c'est que t'as arrêté de croire en toi. T'as laissé les critiques te dire que tu n'y arriverais jamais. Que t'avais pas de talent. Que c'était fini pour toi. Tu veux un scoop? On t'a menti. C'est pas parce que t'as eu des échecs que t'es un loser. Ta réussite ne dépend pas de la somme de tes échecs. Ta réussite dépend du nombre de fois où tu te relèves. Le nombre d'échecs n'a pas d'importance. Peu importe qu'il faille recommencer. Peu importe que tu sois le dernier. Peu importe les résultats. La véritable défaite serait que tu abandonnes. T'as pas le droit d'abandonner. Chaque défaite te fait gagner en expérience. Tu dois reprendre confiance en toi. Parce que le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Je préfère être le dernier des meilleurs que le premier des mauvais. Je préfère perdre en donnant tout ce que j'ai plutôt que de gagner sans le mériter. Je préfère être un bosseur qui donne du cœur plutôt qu'être un arrogant qui a du talent. Je préfère essayer et rater encore et encore plutôt que de ne rien faire de ma vie. Je préfère toucher le fond et me relever plutôt que d'être en haut et de rester allongé. Je préfère mourir dignement, la tête haute, plutôt que de vivre comme un lâche. Refuser de se battre par peur de l'échec, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Ce ne sont pas les plus intelligents, les plus forts qui gagnent la bataille. Ceux qui gagnent la bataille, ce sont ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Ce sont ceux qui sont prêts à se sacrifier pour leurs rêves. N'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. Dans 600 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur A42. Restez sur la file de gauche pour continuer sur A42. Ok Google, mets-moi le dernier podcast sur les extraterrestres. Ok, je demande à YouTube de lire dernier podcast sur les extraterrestres. Des accidents sur N346 entraînent un retard de 16 minutes. La nouvelle heure d'arrivée est 18h37. Harvesting this
countless battles against the Horde. Under the burning sun, there could be scores of them. Ok Google, mets-moi le dernier podcast en français sur les extraterrestres. Excusez-moi, je ne peux pas lire de vidéo dans la voiture. Ok Google, mets-moi un podcast en langue française sur les extraterrestres. L'application Spotify ne semble pas être installée, mais vous pouvez la télécharger plus tard. En attendant, vous pouvez également demander à écouter les actualités ou un podcast. Ok Google, mets-moi le dernier podcast en français sur YouTube sur les extraterrestres. Excusez-moi, je ne peux pas lire de vidéo dans la voiture. Ok Google, mets-moi un podcast français sur YouTube à propos des extraterrestres. L'application Spotify ne semble pas être installée, mais vous pouvez la télécharger plus tard. En attendant, vous pouvez également demander à écouter les actualités ou un podcast. Ok Google, je veux écouter un podcast sur YouTube à propos des extraterrestres en langue française. Excusez-moi, je n'ai aucun podcast sur ce sujet. Absolument. Voici quelques options pour toi. Superpose, ovni, supercherie ou visite d'aliens. Une discussion approfondie avec des experts sur le sujet, incluant des témoignages et des analyses de cas. ADN numéro 17. Sur les ovnis, avec Pierre Lagrange. Partie 2. Un épisode historique qui retrace l'évolution de la pensée sur les ovnis depuis les années 1940. OVNIS. La fascinante histoire. Une playlist complète de podcasts dédiés aux ovnis, abordant différents aspects du phénomène. Pour trouver d'autres podcasts, utilise la barre de recherche YouTube avec des mots-clés comme podcast extraterrestre français, ovni français, ufologie en français. Explore les chaînes spécialisées comme L'Heure H ou 100% d'OCS qui proposent régulièrement des contenus sur le sujet. Conseils supplémentaires. Lis les descriptions des vidéos pour te faire une idée du contenu et du style de chaque podcast. Regarde les avis des autres spectateurs pour te guider dans ton choix. N'hésite pas à varier les sources pour avoir une vision plus complète du sujet. Bonne écoute. Est-ce que tu as des préférences particulières? Par exemple, es-tu intéressé par des histoires de témoignages, des analyses scientifiques, ou plutôt des théories plus farfelues? Ok Google, mets-moi un podcast sur le dieu germanique Wotan. Excusez-moi, je n'ai aucun podcast sur ce sujet. Ok Google, mets-moi le dernier podcast sur le dieu germanique Odin. Ok, je demande à YouTube de lire dernier podcast sur le dieu germanique Odin. Avant le commencement, il n'y avait rien. Ni terre, ni cieux, ni étoiles, ni ciel. Rien que le monde de la brume, sans forme et sans structure, et le monde du feu, toujours ardent. Au nord s'étendait le Niflheim, le monde des ténèbres. 11 fleuves de poison fendaient la brume, chacun jaillissant de la même source au centre de tout, le maelstrom rugissant appelé Vergelmir. Le Niflheim était plus froid que le froid, et la brume obscure nappait tout d'une chape pesante. Les cieux étaient masqués par elle, et le sol était couvert par le brouillard glacé. Au sud se trouvait le Muspel. Le Muspel était le feu. Là-bas, tout brillait et brûlait. Le Muspel était la lumière, alors que le Niflheim était la grisaille, la lave en fusion, alors que le monde de brume était gelé. Le pays flambait dans la fournaise brûlante d'un feu de forgeron. Il n'y avait ni terre ferme, ni ciel. Rien que des étincelles et des jaillissements de chaleur, des roches fondues et des braises ardentes. Au Muspel, en bordure de flammes, où la brume se consume en lumière, où la terre prend feu, se dressait Surte, qui existait avant les dieux. Il se tient là en ce moment. Il brandit une épée ardente, et la lave qui bout, le brouillard qui glace, tout cela lui est égal.
On raconte qu'à Ragnarok, qui est la fin du monde, et alors seulement, Surd quittera son poste. Il quittera le Muspel avec son épée de flamme et incendiera le monde de son feu. Et un par un, les dieux tomberont face à lui. 2. Entre Muspel et Niflheim s'étendait un néant, un lieu vacant fait de rien, sans forme. Les fleuves du monde de brume se jetaient dans ce néant qui s'appelait le Ginnungagap, l'abîme béant. Au fil d'un temps, au-delà de toute mesure, ces fleuves de poison, dans la région séparant le feu de la brume, se solidifièrent peu à peu en glaciers immenses. Au nord du néant, ceux-ci étaient recouverts d'un brouillard givrant et de grêlons. Mais au sud, où ils touchaient au pays du feu, les braises et les étincelles du Muspel rencontraient la glace, et les vents chauds des contrées ardentes rendaient l'air au-dessus de cette banquise aussi doux et agréable qu'une journée de printemps. À l'endroit où se côtoyaient la glace et le feu, la glace fondait, et dans ces eaux de fusion apparut la vie. Une forme humaine plus grande que des mondes, plus énorme que tous les géants qu'il y a eu et qu'il n'y aura jamais. Ce n'était pas un homme, pas plus qu'une femme. C'était les deux en même temps. Cette créature, l'ancêtre de tous les géants, s'appelait Ymir. Ymir n'était pas le seul être vivant qui ait engendré la fusion de la glace. Il y avait aussi une vache sans cornes, plus gigantesque que l'esprit ne peut la concevoir. Pour se nourrir, elle léchait les blocs de glace salée, et le lait qui coulait de ses 4 pieds courait comme des fleuves. Ce fut ce lait qui alimenta Ymir. Le géant but le lait et grandit. Ymir appela la vache Audumla. En léchant les blocs de glace, la langue rose de la vache en dégagea des ailes. Le premier jour, rien qu'une chevelure d'or. Le second, sa tête. Et le troisième jour fut révélé un homme tout entier. C'était Buri, l'ancêtre des dieux. Ymir dormit, et en dormant, il enfanta. Dessous l'aisselle gauche d'Ymir naquirent un géant mâle et une femelle. De ses jambes, un géant à 6 têtes. De ceux-là, les enfants d'Ymir descendent tous les géants. Buri prit une épouse parmi ces géants et ils eurent un fils qu'ils appelèrent Bor. Bor épousa Bestla, fille d'un géant, et ensemble ils eurent 3 fils, Odin, Vili et Vé. Odin, Vili et Vé, les 3 fils de Bor, devinrent adultes. Au loin, ils voyaient en grandissant les flammes du Muspel et les ténèbres du Niflheim. Mais ils savaient que chacun de ces 2 endroits leur serait fatal. Les frères étaient pris au piège pour toujours dans le Ginnungagap, l'immense béance entre le feu et la brume. Ils auraient tout aussi bien pu n'être nulle part. Il n'y avait pas de mer ni de sable, d'herbe ni de rochers, de sol, d'arbres, de ciel ni d'étoiles. Il n'y avait pas de monde, pas de ciel ni de terre en ce temps-là. La faille n'était nulle part. Rien qu'un lieu vide attendant d'être rempli de vie et d'existence. Le moment était venu pour la création de tout. Vé, Vili et Odin échangèrent des regards et discutèrent de ce qu'il était nécessaire de faire, là, dans le néant du Ginnungagap. Ils débattirent de l'univers et de la vie et de l'avenir. Odin, Vili et Vé tuèrent le géant Ymir. Il le fallait. Il n'y avait pas d'autre moyen de créer les mondes. Ce fut le début de toute chose. La mort qui rendit toute vie possible. Ils poignardèrent l'immense géant. Le sang jaillit du cadavre d'Ymir en une quantité inimaginable. Des fontaines d'un sang aussi salé que la mer et aussi gris que les océans se répandirent en un flot si soudain, si puissant et si profond qu'il balaya et noya tous les géants. Ne survécurent qu'un géant, Bergelmir, petit-fils d'Ymir, et son épouse, qui se hissèrent sur un coffre de bois qui les porta tel un bateau. Tous les géants que nous voyons et craignons aujourd'hui sont leurs descendants. Odin et ses frères formèrent la terre à partir de la chair d'Ymir. Ces eaux, ils les entassèrent en montagnes et en falaises. Nos rochers et cailloux, le sable et le gravier que vous voyez, c'étaient les dents d'Ymir et les fragments des os qui ont été brisés et broyés par Odin
yeux vers le ciel, vous regardez l'intérieur du crâne d'Ymir. Les étoiles que vous voyez la nuit, les planètes, toutes les comètes et les étoiles filantes, ce sont les étincelles qui ont jailli des feux du Muspel. Et les nuages que vous voyez le jour, c'était autrefois la cervelle d'Ymir. Et qui sait quelle pensée les agite aujourd'hui encore. 3. Le monde est un disque et la mer encercle son périmètre. Au confins extérieur du monde, auprès des mers les plus profondes, vivent les géants. Pour tenir ceux-ci à distance, Odin, Vili et Vé dressèrent avec les cils d'Ymir un rempart qu'ils placèrent autour du milieu du monde. Ils appelèrent Midgard l'espace enclos par le mur. Midgard était vide. Ses terres étaient belles, mais personne ne foulait les prairies ni ne pêchait dans ses eaux claires. Personne n'explorait ces montagnes rocheuses ou ne levait les yeux vers les nuages. Odin, Vili et Vé savaient qu'un monde n'en est pas un tant qu'il n'est pas habité. Ils le parcoururent en tous sens, à la recherche d'êtres, sans rien trouver. Enfin, en bord de mer, sur la grève de galets, ils trouvèrent 2 troncs d'arbres ballottés par les vagues qui avaient flotté jusque-là au gré des marées et avaient été rejetés à terre. Le premier était en bois de frêne. Le frêne est un bel arbre résistant dont les racines plongent profond. Son bois se sculpte bien et il ne se fend ni ne se brise. Le bois de frêne fait un bon manche d'outil ou une hampe de pique. Le deuxième tronc qu'ils remarquèrent, à côté du premier, sur la plage, si proche de lui qu'il se touchait presque, était un tronc d'orme. L'orme est un arbre gracieux, mais d'un bois assez dur pour qu'on en façonne des planches et des poutres les plus résistantes. Au bois d'orme, on peut édifier une belle maison ou une halle. Les dieux ramassèrent les 2 troncs. Ils les posèrent de façon à ce qu'ils se tiennent droits sur le sable, hauts comme des êtres humains. Odin les saisit et, l'un après l'autre, leur insuffla la vie. Ce n'était plus du bois mort sur une plage. Maintenant, ils vivaient. Vili leur donna la volonté. Il les dota d'intelligence et de décision. Désormais, ils pouvaient bouger et ils pouvaient vouloir. Vé sculpta les tours. Il leur conféra une forme humaine. Il leur sculpta des oreilles afin qu'ils puissent entendre, des yeux afin qu'ils puissent voir, et des lèvres afin qu'ils puissent parler. Les 2 troncs se dressaient sur la plage, 2 humains. V avait sculpté sur l'un des organes génitaux masculins, sur l'autre des organes féminins. Les 3 frères fabriquèrent des vêtements pour la femme et pour l'homme, pour qu'ils se couvrent et restent au chaud dans les embruns glacés de cette plage au bord du monde. En tout dernier lieu, ils donnèrent des noms aux 2 humains qu'ils avaient créés. L'homme, ils l'appelèrent Ask. Un accident sur N346 à proximité de Mézieux entraîne un retard. Vous pouvez l'éviter et gagner 14 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur « Non, merci ». Et aux parents de ceux-ci à venir. Remontés assez loin, et nos ancêtres à tous étaient Ask et Embla. Embla et Ask restèrent à Midgard, en sécurité derrière le mur qu'avaient édifié les dieux avec les cils d'Ymir. À Midgard, ils établiraient leur demeure, protégés des géants, des monstres et de tous les dangers qui attendent dans les désolations. À Midgard, ils pourraient élever leurs enfants en paix. Voilà pourquoi Odin est appelé père de tout. Parce qu'il a été le père des dieux et parce qu'il a insufflé la vie dans les aïeux de nos aïeux. Que nous soyons des dieux ou des mortels, Odin est notre père à tous. Yggdrasil et les 9 mondes. Yggdrasil est un frêne puissant, le plus parfait et le plus beau de tous les arbres, le plus haut aussi. Il pousse entre les 9 mondes et les unit les uns aux autres. C'est le plus gigantesque de tous les arbres qui soient et le meilleur. Le sommet de ses branches va au-dessus du ciel. Le frêne est si grand qu'il a ses racines dans 3 mondes et qu'il est alimenté par 3 sources. La première racine, et la plus profonde, plonge dans le monde souterrain, dans le Niflheim, le lieu qui existait avant tous les autres. Au centre de ce monde de ténèbres se trouve la source toujours turbulente
Vergelmir, si assourdissante qu'elle évoque le bouillonnement d'un chaudron. Dans ces eaux vit le dragon Nidhogg, qui ronge sans cesse la racine par le bas. La deuxième racine va dans le royaume des géants du givre, vers la source qui appartient à Mimir. Il y a un aigle qui attend sur les plus hautes branches de l'arbre du monde et qui connaît bien des choses, et un faucon perché entre les yeux de l'aigle. Un écureuil, Ratatosk, vit dans les branches de l'arbre du monde. Il transmet à l'aigle les ragots et les messages de Nidhogg, le terrible dévoreur de cadavres, et vice-versa. L'écureuil leur raconte à tous les deux des mensonges et prend plaisir à provoquer leur colère. Il y a 4 cerfs qui broutent les énormes ramures de l'arbre du monde en dévorant le feuillage et l'écorce, et un nombre incalculable de serpents à la base de l'arbre qui mordent les racines. On peut escalader l'arbre du monde. C'est à lui que s'est suspendu Odin en sacrifice, transformant l'arbre du monde en potence, et lui en dieu des potences. Les dieux ne gravissent pas l'arbre. Ils voyagent entre les mondes au moyen de bifrost, de ponts arc-en-ciel. Seuls les dieux. Ils brûleraient les pieds de n'importe quel géant du givre ou troll qui tenterait de s'y hisser pour atteindre Asgard. Voici les 9 mondes. Asgard, demeure des As. C'est ici qu'Odin réside. L'Alfheim où vivent les elfes lumineux. Les elfes lumineux sont aussi beaux que le soleil ou les étoiles. Le Nidavellir, qu'on appelle parfois le Svartalfheim, ou les nains, qu'on appelle aussi les elfes sombres, vivent sous les montagnes et fabriquent leurs créations remarquables. Midgard, qui est le monde des femmes et des hommes, celui où nous résidons. Le Jotunheim, où les géants du givre et ceux des montagnes errent, vivent et établissent leur mal. Le Vanaheim, où vivent les Vannes. Az et Van sont des dieux qu'unissent des traités de paix, et nombre de dieux Vannes vivent à Asgard, avec les Az. Le Niflheim, le monde ténébreux des brumes. Le Muspel, le monde des flammes, où va-t-on surtout. Et il y a le lieu qu'on dénomme, d'après sa souveraine, Hel, où vont les morts qui n'ont pas péri avec bravoure au combat. On est chrétien. La dernière racine de l'arbre du monde va vers une source dans le domaine des dieux, à Asgard, où sont établis les As. Chaque jour, les dieux y tiennent conseil, et c'est ici qu'ils se rassembleront au dernier jour du monde, avant de partir pour la bataille finale de Ragnarok. On l'appelle le puits d'Urd. Il y a 3 sœurs, les Nornes, qui sont des vierges sages. Elles veillent sur le puits et s'assurent que les racines d'Yggdrasil sont couvertes de boue et entretenues. Le puits appartient à Urd. Elle est le destin et la fatalité. Elle est votre passé. Avec elle se trouve Verdandi, son nom signifie devenir, et c'est à elle qu'est dévolu le présent, et Skuld, dont le nom signifie ce qui est prévu, et son domaine est le futur. Les Nornes décideront de ce qu'il adviendra dans votre vie. Il y a d'autres Nornes, pas simplement ces 3. Des Nornes géantes, des Nornes elfes, des Nornes naines et des Nornes vannes. Des Nornes bonnes ou malveillantes. Ce sont elles qui règlent ce que sera votre sort. Certaines Nornes donnent aux gens de bonnes vies, d'autres nous attribuent des existences rudes, brèves ou tordues. Elles façonneront votre sort là-bas, au puits d'Urd. La tête de Mimir est l'œil d'Odin. Au Jotunheim, domaine des géants, se trouve le puits de Mimir. Son eau monte en bouillonnant des profondeurs du sol et alimente Yggdrasil, l'arbre du monde. Mimir, le sage, gardien des souvenirs, sait beaucoup de choses. Son puits est la sagesse, et quand le monde était jeune, il y buvait chaque jour en plongeant dans l'eau la corne qu'on appelle la Gjallarhorn et en la vidant. Il y a longtemps, quand le monde était jeune, Odin a revêtu sa cape et son chapeau et, sous ce déguisement de voyageur, il a traversé
traverser le pays des géants en risquant sa vie pour parvenir jusqu'à Mimir en quête de sagesse. Boire une fois l'eau de votre puits, a-t-il. C'est tout ce que je demande. Mimir a secoué la tête. Personne ne buvait au puits, hormis Mimir lui-même. Il n'a rien dit. Il est rare que ceux qui gardent le silence commettent des erreurs. Je suis votre neveu, a insisté Odin. Ma mère Bestla était votre sœur. Cela ne suffit pas, a répondu Mimir. Une fois, en buvant une fois votre puits, Mimir, je deviendrai sage. Annoncez votre prix. Mon prix, c'est ton œil. Ton œil dans le bassin. Odin n'a pas demandé s'il plaisantait. Le voyage à travers le pays des géants, parvenu au puits de Mimir, avait été long et périlleux. Odin avait été prêt à risquer sa vie pour l'atteindre. Il était disposé à bien plus encore pour obtenir la sagesse qu'il désirait. Le visage d'Odin est resté figé. Donne-moi un couteau. Voilà tout ce qu'il a dit. Une fois qu'il a eu accompli ce qui était nécessaire, il a déposé avec soin son œil dans le bassin. L'œil le regardait du fond des yeux. Odin a rempli la galère avec l'eau du bassin de Mimir et l'a portée à ses lèvres. Elle était froide. Il l'a bu d'un trait. La sagesse l'a inondé. Il a vu plus loin et plus clairement avec son seul œil qu'il ne l'avait jamais fait avec deux. Dès lors, Odin a reçu d'autres noms. Blinder, le dieu aveugle, et Hoar, le borgne, et Baleg, celui qui a l'œil ardent. L'œil d'Odin demeure dans le puits de Mimir, préservé par les eaux qui alimentent le frêne du monde. Il ne voit rien et il voit tout. Le temps a passé. Alors que prenait fin la guerre entre les As et les Vannes, et qu'ils échangeaient des guerriers et des chefs, Odin a envoyé Mimir chez les Vannes comme conseiller du dieu As Önir, qui deviendrait le nouveau chef des Vannes. Önir était grand et séduisant, et il avait la prestance d'un roi. Lorsque Mimir était à ses côtés pour le conseiller, Önir avait aussi le discours d'un roi et prenait de sages décisions. Mais quand Mimir n'était pas prêt, Önir paraissait incapable de trancher, et les Vannes s'en sont vite lassés. Ils ont exercé leur vengeance, non pas contre Önir, mais contre Mimir. Ils lui ont coupé la tête et l'ont envoyé à Odin. Odin n'a pas ressenti de colère. Il a frotté la tête de Mimir de certaines herbes pour l'empêcher de se décomposer, et il a entonné au-dessus d'elle charmes et incantations, car il ne voulait pas que le savoir de Mimir se perde. Et bientôt, Mimir a ouvert les yeux et lui a parlé. Les conseils de Mimir étaient bons, car ils étaient toujours bons. Odin a rapporté la tête de Mimir au puits, sous l'arbre du monde, et l'y a placé auprès de son propre œil, dans les eaux de la connaissance de l'avenir et du passé. Odin a remis la galère Orne à Heimdall, veilleur des dieux. Le jour où résonnera la galère Orne, elle éveillera les dieux, où qu'ils soient, aussi profondément qu'ils puissent dormir. Heimdall... Dans 3 km, prendre la sortie à 432 en direction de Marseille, Grenoble. Les trésors des dieux. 1. Thor avait pour femme la belle Sif. C'était une As. Thor l'aimait pour elle-même et pour ses yeux bleus et sa peau pâle, ses lèvres rouges et son sourire. Et il aimait ses longs cheveux, couleur d'un champ d'orge à la fin de l'été. Thor s'éveilla et fixa Sif endormie. Il se gratta la barbe, puis il tapota sa femme avec sa main énorme. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il. Elle ouvrit les yeux couleur du ciel d'été. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. Puis elle bougea la tête et parut intriguée. Ses doigts montèrent jusqu'à son cuir chevelu rose et nu qui tâtèrent, l'explorant avec précaution. Elle regarda Thor horrifié. « Mes cheveux !» fut tout ce qu'elle dit. Thor opina. « Ils ont disparu, dit-il. Il t'a laissé chauve. »« Il » demanda Sif. Thor ne répondit rien. Il
boucla sa ceinture de puissance, Megingird, qui doublait sa force énorme. Loki, déclara-t-il. C'est Loki qui a fait ça. Pourquoi dis-tu ça? Demanda Sif en palpant avec affolement sa tête chauve, comme si le contact papillonnant de ses doigts pouvait faire revenir ses cheveux. Dans 600 mètres, prendre la sortie à 432 en direction de Marseille, Grenoble. Première idée qui me vient toujours à l'esprit est d'y voir la faute de Loki. Ça fait gagner un temps considérable. Thor trouva la porte de Loki verrouillée. Aussi la força-t-il d'une poussée, la laissant en pièces. Il souleva Loki et demanda... Prendre la sortie à 432, puis prendre à 432. Le visage de Loki était l'image parfaite de l'innocence. La chevelure de Sif, les cheveux dorés de ma femme, ils étaient si beaux. Pourquoi les as-tu coupés? Prendre à 432. Donner la chasse sur le visage de Loki. La ruse et la sournoiserie, la bonhomie et la perplexité. Thor le secoua avec rudesse. Continuez sur à 432 pendant 22 km. Ça m'amusait. J'étais ivre. Le front de Thor s'assombrit. Ses cheveux faisaient la gloire de Sif. Les gens vont croire qu'on lui a rasé la tête en punition, qu'elle a commis un acte qu'il ne fallait pas, qu'elle l'a commis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ah oui, ce n'est pas faux, admit Loki. C'est probablement ce qu'on va penser. Et malheureusement, étant donné que j'ai retiré ses cheveux à la racine, elle va passer le reste de sa vie complètement chauve. Il n'en est pas question. Thor leva les yeux vers Loki qu'il tenait à présent haut au-dessus de sa tête, avec un visage qui évoquait le tonnerre. J'ai bien peur que si, mais il reste toujours la solution des chapeaux et des foulards. Elle ne passera pas sa vie chauve, insista Thor, parce que Loki, fils de Laufey, si tu ne les lui restitues pas immédiatement, je vais te briser tous les os du corps, tous, sans exception. Et si ces cheveux ne poussent pas comme ils le devraient, je reviendrai, et je te briserai à nouveau tous les os du corps, et ainsi de suite. Si je recommence chaque jour, je ne tarderai pas à être très doué pour ça, continua-t-il d'une voix légèrement plus allègre. Non, s'exclama Loki, je ne peux pas lui rendre ses cheveux, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, fit Thor d'un ton méditatif, ça va sans doute me prendre 1 heure, à peu près, pour te fracasser tous les os du corps. Mais je parie qu'avec de la pratique, j'arriverai à descendre jusqu'à une 15aine de minutes. Ce sera intéressant de vérifier. Il se mit à briser son premier os. Les nains, hurla Loki. Pardon? Les nains, ils sont capables de fabriquer n'importe quoi. Ils pourraient créer pour Sif une chevelure d'or. Des cheveux qui se souderaient à son crâne et qui pousseraient normalement. Des cheveux d'or parfaits. Ils en seraient capables, je jure que si. Alors, tu as intérêt à aller leur parler. Et il laissa Loki choir de sa haute position, au-dessus de sa tête, sur le sol. Loki se remit debout et s'enfuit précipitamment avant que Thor puisse encore lui casser des os. Il enfila ses chaussures qui lui permettaient de voyager à travers ciel et se rendit au Svartalfheim où les nains ont leurs ateliers. Les plus ingénieux artisans de tous, décida-t-il, étaient les 3 nains qu'on appelait les fils d'Ivaldi. Loki alla à leur forge souterraine. « Bonjour, fils d'Ivaldi. J'ai posé des questions un peu partout et les gens d'ici me disent que Brok et Eitri, son frère, sont les plus grands artisans nains qui soient ou qui aient jamais existé, déclara Loki. Non, riposta le fils d'Ivaldi. C'est nous. Nous sommes les plus grands artisans qui existent. On m'assure que Brok et Eitri sont capables de fabriquer des trésors aussi bons que les vôtres. Mensonge, s'écria le plus grand des fils d'Ivaldi. Je ne ferai pas confiance à ces incompétents aux doigts courts pour ferrer un cheval. Le plus petit et le plus sage des nains se borna à hausser les épaules. Quoi qu'il fasse, nous sommes capables de les surpasser. J'ai entendu dire qu'ils vous avaient défié, dit Loki. 3 trésors. Les dieux des As jugeront qui a créé le meilleur. Oh, et tant que j'y pense, un des trésors que vous fabriquerez devra être une chevelure. Une chevelure d'or qui pousse perpétuellement. Nous en sommes capables, assura l'un des fils d'Ivaldi.
même Loki parvenait à peine à les différencier. Loki traversa la montagne pour aller rendre visite au nain appelé Brock dans l'atelier qu'il partageait avec son frère Eitri. Les fils d'Ivaldi sont en train de créer 3 trésors en cadeau pour les dieux d'Asgard. Les dieux en seront juges. Et les fils d'Ivaldi tiennent à ce que je vous dise qu'ils sont certains que ton frère Eitri et toi n'êtes pas de force à fabriquer quoi que ce soit aussi bien qu'eux. Ils vous ont traité d'incompétents au doigt court. Qui n'était pas un imbécile. Ça me semble extrêmement louche, déclara-t-il. Tu es sûr que tu n'aurais pas quelque chose à voir là-dedans? Semer la zizanie entre Eitri et moi et les gars d'Ivaldi serait bien le genre de choses dont tu es capable. Loki apparut aussi candide qu'il le put, ce qui était extraordinairement candide. Rien à voir avec moi, garantit-il d'un ton innocent. J'estimais juste que vous deviez le savoir. Et tu n'as aucun intérêt personnel dans l'affaire, demanda Brock. Pas le moindre. Brock hocha la tête et leva les yeux vers Loki. C'était le frère de Brock, Eitri, qui était le prodigieux artisan. Mais Brock était le plus intelligent des deux et le plus résolu. Eh bien, en ce cas, nous serons ravis d'affronter les fils d'Ivaldi en un concours d'habileté que les dieux jugeront. Parce que je ne doute pas qu'Eitri est capable de forger des objets meilleurs et plus ingénieux que d'Ivaldi. Mais donnons un tour personnel à l'affaire, Loki. Hein? À quoi penses-tu? S'enquit Loki. À ta tête. Si nous remportons ce concours, nous gagnons ta tête, Loki. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Et je ne doute pas qu'Eitri puisse en tirer un engin prodigieux. Une machine qui pense, peut-être, ou un encrier. Loki continua à sourire, mais intérieurement, il faisait la grimace. Une journée qui avait si bien commencé. Néanmoins, il lui suffirait de veiller à ce qu'Eitri et Brock perdent le concours. Les dieux recevraient quand même des nains 6 merveilles, et Sif obtiendrait sa chevelure d'or. Il pouvait y arriver. Il était Loki. Bien entendu, déclara-t-il. Ma tête, aucun problème. De l'autre côté de la montagne, les fils d'Ivaldi œuvraient sur leur trésor. Loki ne s'inquiétait pas pour eux, mais il devait s'assurer que Brock et Eitri ne gagneraient pas, ne puissent pas gagner. Brock et Eitri entrèrent dans la forge. Il y faisait sombre, sous le seul éclairage orange de la braise ardente. Eitri prit sur une étagère une peau de porc qu'il plaça dans la forge. Je gardais cette peau en vue d'un usage de ce genre, annonça-t-il. Brock se remit à hocher la tête. Bien, fit-il. Actionne le soufflet, Brock. Ne cesse pas de l'actionner. J'ai besoin que la forge soit brûlante et j'ai besoin qu'elle le soit de façon constante. Sinon, ça ne marchera pas. Pompe, pompe. Brock se mit à manier le soufflet en voyant un flot d'air riche en oxygène au cœur de la forge, avivant le tout. Il s'en était déjà chargé bien des fois. Eitri l'observa jusqu'au moment où il fut convaincu que tout irait à sa convenance. Eitri se fit travailler à sa création à l'extérieur de la forge. À l'instant où il ouvrit la porte pour sortir, un gros insecte noir entra en volant. Ce n'était pas un tan et ce n'était pas un bourdon, c'était plus gros que l'un ou l'autre. La bestiole entra et fit le tour de la pièce avec malveillance. Brock entendait le choc des marteaux d'Eitri au dehors de la forge et un bruit de ligne, de torsion, de mise en forme et de martèlement. La grosse mouche noire, c'était la mouche la plus grosse, la plus noire que vous ayez jamais vue, se posa sur le dos de la main de Brock. Il avait ses 2 mains occupées par le soufflet. Il n'interrompit pas son action pour écraser la mouche. Celle-ci piqua Brock avec énergie sur le dos de la main. Brock continua à pomper. La porte s'ouvrit, Eitri entra et retira avec soin l'ouvrage de la forge. C'était apparemment un radar mobile à 1000 mètres. Beau travail, le complimenta Eitri. Une fraction de degré plus chaud ou plus froid et toute l'entreprise aurait été une perte de temps pour nous. Beau travail de ta part aussi, jugea Brock. La mouche noire posait sur un coin du plafond. Radar mobile
à 500 mètres. Eitri prit un bloc d'or et le plaça sur la forge. Bien, décida-t-il. Le suivant devrait les impressionner. Quand je donnerai le signal, commence à manœuvrer le soufflet. Et quoi qu'il arrive, ne ralentit pas. Radar mobile à 100 mètres. En jeu une délicate opération. Compris, assura Brock. Eitri quitta la pièce et se mit à l'ouvrage. Brock attendit de percevoir l'appel de son frère et il se mit à actionner le soufflet. La mouche noire vola pensivement autour de la pièce, puis se posa sur la nuque de Brock. L'insecte fit délicatement un pas de côté pour esquiver une traînée de sueur, car l'air était chaud et étouffant dans la forge. Il piqua la nuque aussi fort qu'elle put. Du sang écarlate se mêla à la sueur dans le cou de Brock, mais le nain ne cessa pas d'actionner le soufflet. Eitri revint, il retira de la forge un bracelet porté à blanc, il le laissa tomber dans le bassin de refroidissement en pierre de la forge. Un moulage de vapeur s'éleva lors de la chute du bracelet dans l'eau. Celui-ci, en se refroidissant, passa rapidement à l'orange, au rouge ardent, et enfin, en devenant froid, à l'or. Il s'appelle Dropnir, annonça Eitri. Le dégoulinant, drôle de nom pour un bracelet, répondit Brock. Pas pour celui-là, assura Eitri. Et il expliqua à Brock en quoi ce bracelet était tellement spécial. À présent, déclara Eitri, il y a un objet que j'avais depuis très longtemps dans l'idée de fabriquer. Mon chef-d'œuvre. Mais il est encore plus délicat que les deux autres. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est louper sans jamais m'arrêter, demanda Brock. Exactement, encore plus qu'avant. Ne varie pas la cadence ou tout l'ouvrage sera réduit à néant. Eitri se saisit d'un lingot de fonte, plus massif que tous ceux que la mouche noire, qui est un Loki, avait déjà pu voir, et il l'installa dans la forge. Il quitta la pièce et cria à Brock de commencer à pomper. Brock s'y employa, et le bruit des marteaux d'Eitri s'éleva, tandis que celui-ci étirait, modelait, soudait et unissait. Loki, sous sa forme de mouche, décida que le ton de la subtilité était passé. Le chef-d'œuvre d'Eitri serait un objet qui impressionnerait les dieux, et, si les dieux étaient suffisamment, Loki allait perdre sa tête. Il se posa entre les deux yeux de Brock et se mit en devoir de piquer les paupières du nain. Celui-ci continua à pomper, malgré ses yeux qui le torturaient. Loki piqua plus profond, plus fort, plus désespérément. À présent, le sang dégoulinait des paupières du nain, dans ses yeux et sur son visage, en l'aveuglant. Brock poussa les paupières et il secoua la tête pour tenter de déloger la mouche. Il agita sa tête d'un côté et de l'autre. Il tordit la bouche et essaya de souffler de l'air contre la bestiole. Enfin, l'insecte s'entêtait à piquer et le nain ne voyait plus que du sang. Une vive douleur lui emplissait le crâne. Brock mesura la cadence et, au plus bas de la descente, il lâcha le soufflet d'une main pour frapper la mouche avec tant de rapidité et de force que l'autre s'entira vivant de justesse. Brock empoigna de nouveau le soufflet et continua à pomper. « Assez !» lança Eitri. La mouche noire erra d'un vol incertain autour de la pièce. Eitri ouvrit la porte, lui permettant de s'échapper. Eitri adressa à son frère un regard déçu. Le visage de Brock était tout couvert de sang et de sueur. « Je ne sais pas à quoi tu jouais cette fois-ci, » déclara Eitri, « mais tu as bien failli tout gâcher. À la fin, la température variait sans arrêt. En l'état actuel, c'est loin d'être aussi impressionnant que je l'espérais. Nous verrons bien. » Loki, sous sa forme de Loki, entra par la porte ouverte. « Alors, tout est prêt pour le concours ?» demanda-t-il. « Brock peut se rendre à Asgard afin de présenter mes cadeaux aux dieux et te trancher la tête, » assura Eitri. « Je préfère rester ici dans ma forge à fabriquer des objets. » Brock considéra Loki dessous ses paupières enflées. « Il me tarde de te trancher la tête, » déclara-t-il. « C'est devenu une affaire personnelle. » 2.
Odin, le borgne, le père de tout, Thor des tonnerres à la barbe rousse et le beau Frey de la récolte estivale. Ils seraient les juges. Loki se tenait debout. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A43 en direction de Marseille, Saint-Étienne. Il était isolé, debout, à l'écart, les objets qu'il avait apportés cachés sous des bâches. Eh bien, demanda Odin, qu'allons-nous juger? Des trésors, répondit Loki. Les fils d'Ivaldi ont créé des présents pour vous, grand Odin, ainsi que pour Thor et pour Frey, et Eitri et Brock ont fait de même. À vous de décider lequel de ces 6 objets est le plus beau trésor. Je vous présenterai moi-même les présents fabriqués par les fils d'Ivaldi. Il offrit à Odin la pique appelée Gungnir. C'était une lance superbe, sculptée de runes complexes. Elle peut tout pénétrer et quand on la jette, elle atteint toujours son but, dit Loki. Odin n'avait qu'un œil après tout, et la justesse de ses tirs pouvait parfois n'être pas absolument parfaite. Et, chose aussi importante, un serment prêté sur cette lance est impossible à rompre. Odin jaugea les troubles de l'arme. Elle est très belle, furent ses seules paroles. Et voici, annonça Loki avec fierté, une abondante coiffe de cheveux d'or, en or véritable. Elle se fixe à la tête de la personne qui en aura besoin. Elle pousse et se comporte en tout point comme de vrais cheveux. 100 000 fils d'or. Je vais la mettre à l'épreuve, déclara Thor. Sif, approche. Sif se leva et vint au premier rang, la tête couverte. Elle retira son foulard. Les dieux... Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A43 en direction de Marseille, Saint-Étienne. La perruque en or baignant sur sa tête, il secoua sa chevelure. Ils observèrent tous la base de la perruque se souder à son crâne. Puis Sif se tint devant eux, encore plus radieuse et plus belle qu'avant. Utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A43. Beau travail. Sif rejeta en arrière ses cheveux d'or et il sortit de la halle à la lumière du soleil pour montrer sa nouvelle chevelure à ses amis. Le dernier présent des fils d'Ivaldi était peu volumineux et replié comme une étoffe. Étoffe que Loki déposa devant Frey. Qu'est-ce que c'est? On dirait une écharpe de soie, commenta Frey qui n'était guère impressionné. En effet, mais si tu la déplies, tu découvriras que c'est un navire appelé Skidbladnir. Il aura toujours bon vent où qu'il aille, et bien qu'il soit immense, le plus grand navire que tu puisses imaginer, il se replie, comme tu le vois, comme une étoffe, afin que tu puisses le ranger dans ta bourse. Frey fut impressionné, et Loki se sentit soulagé. Les 3 présents étaient excellents. Vint à présent le tour de Brock. Il avait les paupières rouges et enflées, et arborait sur le côté du cou une énorme piqûre d'insecte. Loki trouva que Brock avait l'air beaucoup trop sûr de lui, surtout en considération des objets remarquables qu'avaient réalisés les fils d'Ivaldi. Brock saisit le bracelet d'or et le déposa devant Odin sur son ventre. Ce bracelet s'appelle Dropnir, expliqua Brock, parce que toutes les 9 nuits, 8 bracelets d'or d'une beauté identique s'en écouleront. Avec eux, vous pourrez récompenser les gens ou les conserver et accumuler une grande fortune. Odin examina le bracelet, puis le passa à son bras et le remonta sur son biceps où il étincela. « Il est très beau, déclara-t-il. Loki se souvint qu'Odin avait eu le même commentaire pour la lance. Brock alla devant Frey. Il souleva un tissu et révéla un énorme verra avec des soies en or. « Voici un verra que mon frère a créé pour vous afin de tirer votre chariot, déclara Brock. Il courra à travers le ciel et sur la mer plus rapide que le plus véloce coursier. Même les nuits les plus obscures n'empêcheront pas ces soies d'or de projeter assez de lumière pour vous permettre de voir ce que vous faites. Jamais il ne se fatiguera et jamais il ne vous fera défaut. Il s'appelle Gullinbursti, la bête aux soies d'or. » Frey parut impressionné. Néanmoins, se dit Loki, le navire magique qui se replie comme une étoffe était aisément aussi impressionnant qu'un verra infatigable qui brillait dans le noir. À
tête de Loki ne risquait absolument rien. Et le dernier cadeau que devait présenter Brock était, Loki le savait, celui qu'il avait réussi à saboter. Dessous le tissu, Brock sortit un marteau et le plaça devant Thor. Thor le regarda et fronça le nez. « Il a un manche plutôt court, » observa-t-il. Brock opina. « Oui, dit-il, c'est ma faute. J'actionnais le soufflet. Mais avant de le rejeter, laissez-moi vous raconter ce qui rend ce marteau unique. Il s'appelle Mjolnir, le faiseur de foudre. Tout d'abord, il est incassable. Peu importe avec quelle force vous frappez un objet, le marteau ne sera jamais endommagé. Thor parut intéressé. Il avait déjà brisé un grand nombre d'armes au fil des ans, en général en frappant avec elles. Si vous lancez ce marteau, il ne ratera jamais la cible contre laquelle vous le projetez. Thor parut encore plus intéressé. Il avait perdu un grand nombre d'armes, par ailleurs excellentes, en les jetant contre des cibles qui l'irritaient et en manquant son coup. Et il avait vu trop d'armes qu'il lançait disparaître au loin à jamais. Aussi fort et aussi loin que vous le lanciez, il reviendra toujours à votre main. Thor souriait franchement à présent. Et le dieu du tonnerre ne souriait pas souvent. Vous pouvez modifier la taille du marteau. Il grandira et de même rétrécira pour devenir tellement petit que, si l'envie vous en prend, vous pourrez le cacher sous votre chemise. Thor battit des mains de plaisir, et le tonnerre résonna à travers Asgard. Et cependant, comme vous l'avez constaté, conclut Brock avec tristesse, le marteau a bel et bien un manche trop court. La faute me revient. J'ai échoué à maintenir la cadence du soufflet pendant que mon frère Eitri le forgeait. Le manche trop court est un défaut mineur, esthétique, estima Thor. Ce marteau nous protégera des géants du givre. C'est le plus beau présent que j'ai jamais vu. Il protégera Asgard. Il nous protégera tous, approuva Odin. Je serais un géant, j'aurais très peur de Thor s'il avait ce marteau, estima Frey. Oui, le marteau est excellent, mais Thor, que penses-tu des cheveux, de la superbe chevelure d'or toute neuve de Sif? Le pressa Loki avec un peu d'affolement. Quoi? Oh oui, ma femme a de très jolis cheveux, fit Thor. Eh bien, montre-moi comment faire grandir et rapetisser le marteau, Brock. Le marteau de Thor surpasse encore ma merveilleuse lance et mon excellent bracelet, admit Odin en hochant la tête. Le marteau est plus superbe et plus impressionnant que mon navire et mon Vera, reconnut Frey. Il préservera la sécurité des dieux d'Asgard. Les dieux assénèrent à Brock des claques dans le dos et lui assurèrent qu'Eitri et lui avaient fabriqué le plus beau cadeau qu'on leur ait jamais offert. Ravi de l'apprendre, dit Brock en se tournant vers Loki. Eh bien, dit-il, j'ai donc le droit de te couper la tête, fils de Laufey, et de l'emporter avec moi. Eitri sera ravi. Nous pourrons la transformer en objet utile. Je vais payer rançon pour ma tête, proposa Loki. Je possède des trésors que je veux vous donner. Eitri et moi avons déjà tous les trésors qui nous sont nécessaires. Des trésors... Dans 600 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur A43. Loki réfléchit un instant, puis dit... Alors tu peux la voir, si tu arrives à me rattraper. Et Loki bondit haut dans les airs et s'enfuit, volant au-dessus de leur tête. En quelques secondes, il disparut. Restez sur la file de gauche pour continuer sur A43. Vous l'attraper? Thor haussa les épaules. Je ne devrais vraiment pas, mais après tout, j'ai très envie. Continuez sur A43 pendant 4 km. En quelques instants, Thor fut de retour, tenant solidement Loki. Des yeux de celui-ci étincelaient une rage impuissante. Brock le nain sortit son couteau. Viens par ici, Loki. Dans 500 mètres, prendre A46 vers Marseille, zone industrielle Lyon Sud-Est, légèrement à droite. Mais, et j'en appelle au puissant Odin ici présent, si tu coupes la moindre partie de mon cou, tu violes les termes de notre accord, qui t'a promis ma tête, et seulement ma tête. Odin opina. Loki a raison, dit-il. Tu n'as pas le droit de lui couper le cou. Brock s'emporta.
Mais je ne peux pas lui couper la tête. Prendre A46 légèrement à droite, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle A46. Vois-tu, déclara-t-il, si les gens réfléchissaient à la formulation exacte de leurs paroles, ils n'oseraient pas affronter Loki, le plus sage, le plus habile, le plus rusé, le plus intelligent, le plus séduisant. Brock chuchota une suggestion à Odin. Ce serait justice, acquiesça Odin. Brock sortit une lanière de cuir et un coutelas. Il entoura la bouche de Loki avec le cuir et tenta de percer la lanière avec la pointe de son couteau. « Ça ne marche pas !» constata-t-il. « Mon couteau ne te coupe pas !»« Il se pourrait que j'ai eu la sagesse de m'arranger pour être protégé contre les lames de couteau, » répondit Loki avec modestie. « Juste au cas où l'argument de « tu ne peux pas me couper le cou » aurait échoué. Je crains bien qu'aucune lame de couteau ne puisse me pénétrer. » Avec un grognement, Brock sortit une haleine, un poinçon effilé employé dans le travail du cuir, et il la planta à travers la lanière, perforant les lèvres de Loki. Puis il prit un fil solide et s'en servit pour lui coudre les lèvres. Brock s'en fut, laissant Loki la bouche solidement cousue, dans l'incapacité de se plaindre. La douleur de ne pas pouvoir parler faisait encore plus souffrir Loki que celle d'avoir les lèvres cousues sur le cuir. Ainsi, désormais, vous savez. Voilà comment les dieux ont obtenu leur plus grand trésor. Ce fut la faute de Loki. Même le marteau de Thor fut la faute de Loki. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle A46. Alors qu'on débordait de reconnaissance pour lui. On avait de la gratitude pour lui, même quand on le haïssait par-dessus tout. Continuez sur A46 pendant 5 km. Il fait 2 degrés Celsius. Nous sommes sur la A46. Avant on était sur la A42. Et avant sur la A40.
3 km, prendre la sortie 13 vers Nyon Centre, Z Nyon Sud-Est. Ok Google, écoute le dernier podcast français sur les extraterrestres sur YouTube. Excusez-moi, je ne peux pas lire de vidéo dans la voiture. Ok Google, écoute un podcast sur les extraterrestres. Je n'ai pas compris. Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 18h16. France Info, le fil info de 18h15. La tempête Caetano est passée, mais les perturbations continuent. Il reste encore 150 000 foyers privés d'électricité. Enedis espère réalimenter 90% de ses clients d'ici à la fin du week-end. On en sait plus sur l'homme accusé d'avoir tué un agent municipal en septembre à Grenoble. Âgé de 25 ans, il a un lourd passé judiciaire selon le procureur. 19 condamnations à son casier, beaucoup pour des faits de violence, mais également pour du trafic de stupéfiants. Le suspect a été interpellé au Portugal hier. Dans la bande de Gaza, tous les hôpitaux vont cesser de fonctionner ou réduire leur service sous 48 heures, faute de carburant. Avertissement lancé par le ministère de la Santé du Hamas. Il accuse Israël de bloquer les approvisionnements. Ça coince encore à la COP29. De ce fait, elle va jouer les prolongations demain. Parmi les points d'achoppement, le montant de l'aide des pays riches aux pays en développement pour faire face au dérèglement climatique. 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 selon un projet d'accord, pas assez pour les pays en développement. Objectif, récolter l'équivalent de 25 millions de repas. Dans 500 mètres, prendre la sortie 13 vers Nyon Centre, Z Nyon Sud-Est. Banque Alimentaire a lancé aujourd'hui sa 40e collecte annuelle. Ça continue tout le week-end. Et puis en rugby, la tournée d'automne du 15 de France se termine avec un match contre l'Argentine. Coup d'envoi à 20. Prendre la sortie 13. 21h10 à vivre sur France Info. Les Bleus visent un sans faute après leur succès face à la Nouvelle-Zélande et au Japon. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Boulevard des Nations. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 16h12. Bonjour et bienvenue, 15h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actu
l'actualité, des réactions en cascade dans le monde à l'annonce des mandats lancés contre des dirigeants israéliens. La CPI veut en particulier juger Benyamin Netanyahou pour crime de guerre, décision contestée en Israël à suivre dès le début du journal. L'armée russe a fait échouer les plans militaires de l'Ukraine. Le ministre de la Défense l'affirme au lendemain d'un tir d'un nouveau missile balistique russe et des menaces de Vladimir Poutine pour qu'il... Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur boulevard des Nations. Au rond-point, prendre rue des Corbèges. La guerre a pris un caractère mondial. Bientôt la fin officielle de la conférence climat de l'ONU, ce sera ce soir à Bakou, en Azerbaïdjan. Le dernier projet de compromis propose d'augmenter les financements des pays riches vers les pays en développement à hauteur de 250 milliards de dollars par an, montant jugé trop bas par les ONG et les petits États insulaires. Il représente pourtant 2,5 fois l'engagement actuel. Pour commencer, l'onde de choc des mandats d'arrêt de la CPI contre des responsables israéliens. La Cour pénale internationale, la CPI, a émis des mandats contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre à Gaza. Les juges recherchent aussi le chef de la branche armée du Hamas. Il aurait été tué lors d'une frappe israélienne, mais les juges n'en ont. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur avenue de l'Industrie. Pas la preuve. En Israël, Benyamin Netanyahou a dénoncé un acte antisémite. Plus largement, cette décision est très décriée dans l'État hébreu, y compris par des juristes spécialistes de droit international. En ligne de Jérusalem, Sami Boukhelifa. Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense sont désormais des hommes recherchés. Alors un mandat d'arrêt, ça fait peur comme ça, mais alors quand on voit le contenu, c'est très faible. Yaakov Garçon est avocat israélien. Vu le tapage médiatique qu'il y a... Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue Gabriel Péry. Sur ce conflit depuis un an et quelques mois, à l'encontre d'Israël, on se serait attendu à avoir des chefs d'accusation beaucoup plus graves. Dans son résumé, la CPI indique que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant sont poursuivis comme co-auteurs de crimes de guerre pour l'utilisation de la famine comme méthode de combat et co-auteurs de crimes contre l'humanité pour meurtre, persécution et d'autres actes inhumains, notamment envers la population civile de Gaza. Yaakov Garçon. Au rond-point, prendre avenue Gabriel Péry. Continuez pendant 100 mètres. Au rond-point, prendre avenue Gabriel Péry. Spécialiste en droit. Continuez sur avenue de l'Industrie pendant 1 kilomètre. Le droit international dénonce une décision qui, selon lui, n'a pas que des motivations juridiques. Depuis le début, on n'a pas l'impression que le juge juge en droit, mais qu'il juge plutôt en idéologie, en position politique. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a voulu, on va dire, dessiner la cible avant d'envoyer la flèche. Il y a des passages qui sont criants de volonté préméditée de faire un effet. À ce titre, prédit l'avocat, même les pays membres de la CPI pourraient ne pas la suivre. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI. Depuis l'annonce de la CPI hier, c'est une avalanche de réactions à travers le monde, avec parmi les dernières celle de la Chine qui ne condamne pas la CPI, mais lui demande d'avoir une position objective et conforme au droit. Un certain malaise aussi parmi les pays européens membres de la juridiction. La prudence est de mise à Paris, où le Quai d'Orsay prend acte de la décision. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue des Pétroles. Rappelle son attachement au travail indépendant de la Cour. Le Royaume-Uni affirme qu'il respectera ses obligations légales. Quant à l'Iran, enfin, il estime que ces mandats d'arrêt signifient ni plus ni moins que la mort politique d'Israël. L'Iran toujours pas plus ses menaces que ses gestes de bonne... Au feu, tournez à droite sur rue des Pétroles. Volontés n'auront changé quelque chose. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a voté une résolution très ferme sur le programme nucléaire iranien présenté par la France. Dans 600 mètres, continuez tout droit sur rue Pierre-Semard. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, le texte condamne le manque de coopération ainsi que les avancées de ce programme en ligne de Téhéran, Siavosh Ghazi. Téhéran a immédiatement réagi en annonçant la mise en service d'un nombre important de nouvelles centrifugeuses ultramodernes dans les sites de Natanz et Fordow, enfouis sous la montagne. D'autres mesures pourraient être annoncées. Cela va compliquer encore les relations entre l'Iran et les pays occidentaux qui accusent Téhéran de développer son programme nucléaire dans le but d'avoir les moyens de fabriquer l'arme atomique un jour, ce que Téhéran dément. Lors de la visite de Raphaël Grossi à Téhéran, l'Iran s'était engagé à stopper la production d'uranium enrichi à 60%, un seuil qui est proche des 90% généralement utilisés. Continuez tout droit sur rue Pierre-Semard.
pour la fabrication de l'arme atomique. Téhéran avait également laissé entendre qu'il pourrait autoriser d'autres inspecteurs à se rendre en Iran. Ces mesures... Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Salués par Raphaël Grossi n'ont pas suffi. Les pays occidentaux ont ainsi fait un nouveau pas qui pourrait permettre d'envoyer dans les prochains mois le dossier nucléaire iranien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et de faire réactiver des sanctions plus dures contre l'Iran. Sirosh Kiazi pour RTS Info Téhéran. Radio France Internationale. Au lendemain des déclarations martiales de Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense s'est rendu ce matin sur un poste de commandement dans la région de Koursk, là où les forces ukrainiennes occupent depuis l'été dernier des centaines de kilomètres carrés. Andrei Belousov a affirmé que son armée avait fait échouer les plans militaires de l'Ukraine pour 2025 du fait de ses avancées sur le front. Propos tenus au lendemain du tir d'un nouveau missile balistique vers l'Ukraine et des menaces de Vladimir Poutine pour qui la guerre a pris un... Votre destination se trouve sur la droite. Caractère mondial. Dans ce cadre, Poutine n'exclut pas de frapper les pays alliés de Kiev. Encore deux informations sur le sujet. D'abord, l'OTAN et l'Ukraine se retrouvent mardi à Bruxelles pour évoquer la situation. Enfin, à Kiev, le Parlement ukrainien a dû annuler la séance du jour en raison d'un risque accru de frappe russe. Plus que quelques heures avant la fin officielle de la conférence. Bonjour. Oui. Merci. En Inde, où la pollution atmosphérique culmine à des niveaux records à New Delhi. La capitale suffoque dans un brouillard opaque et toxique. Les enfants, plus vulnérables que les autres, sont les premières victimes de cette mauvaise qualité de l'air. Et on assiste à une explosion des maladies respiratoires chez les jeunes. Reportage de notre correspondant Côme Bastin. Les écoles de la région capitale sont à nouveau fermées sur ordre de la Cour suprême vu la toxicité de l'air. Une décision qui ne calme pas la colère de Bavrin Kandari à la tête d'une association de parents militant contre la pollution. De qui se moque-t-on? Il n'y a que 3% de la population qui dispose de grands appartements. Le reste des enfants vont s'entasser dans une pièce polluée où l'on se chauffe et on cuisine parfois au charbon. La seule solution, c'est de combattre la pollution de l'air, mais on perd espoir, car chaque année on nous fait des promesses vides. Les industriels et les responsables devraient être jetés en prison, car ils tuent nos enfants. Pédiatre spécialisé en pulmonologie, le docteur Nikhil Modi souligne l'explosion des cas de maladies respiratoires chez les enfants ces dernières années. Je travaille à New Delhi depuis 15 ans et les allergies et l'asthme augmentent considérablement. À long terme, les enfants développent des maladies mortelles que l'on trouve normalement chez les fumeurs, les cancers du poumon, les crises cardiaques, les AVC. Enfin, leurs études et le travail des parents se trouvent affectés, ce qui rajoute un fardeau économique. La crise de l'air est récurrente en novembre à New Delhi, mais beaucoup de parents considèrent cette année comme la pire jamais vue. Comme Bastin Chennai, RFI. En France, les agriculteurs en colère ont maintenant mis fin à leurs actions. Les militants de la coordination rurale, l'un des principaux syndicats agricoles en France, ne bloquent plus depuis ce matin le port de Bordeaux. Enfin, rugby, la traditionnelle tournée d'automne se termine ce week-end avec ce soir le dernier grand rendez-vous de l'année pour le 15 de France. Les Bleus affrontent les Pumas argentins au Stade de France. Après une victoire de prestige contre les All Blacks samedi dernier, Antoine Dupont et ses coéquipiers affrontent un autre cadre du rugby mondial. L'Argentine est classée 5e, 4e de la Coupe du Monde 2023. L'Argentine a confirmé cette année son excellent niveau. Victor Missistra. Et c'est tout sauf un cadeau d'affronter les Pumas 6 jours seulement après un match d'anthologie face aux All Blacks. C'est une équipe qui fait une grande saison. Le sélectionneur français Fabien Galtier connaît bien cette équipe avec laquelle il a travaillé au début de sa carrière d'entraîneur. C'est une équipe qui n'a pas peur, constituée de grands joueurs. Le championnat est un championnat local amateur. Les meilleurs joueurs partent jouer en Italie. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France. C'est un rugby très intelligent. C'est une équipe très difficile à jouer. Fait partie des meilleures nations du monde aujourd'hui sans problème. Demi-finaliste du dernier mondial, l'Argentine a battu cet été l'Afrique du Sud, championne du monde, et a gagné pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Notre consultant Bakary Meite. Les joueurs qui sont vraiment dans leur village, qui sont vraiment au top de leur forme et qui performent.
avec leur club et avec la sélection nationale. Donc, on a l'impression qu'ils sont dans leur pic de forme. Illustration avec l'arrière de 28 ans, Juan Cruz Malia, élément clé du Stade Toulousain, champion de France, et de la sélection de Felipe Conte-Polo. Juan est dans un moment formidable de sa carrière. Il a atteint une maturité physique, mais aussi dans son jeu, et il apporte beaucoup de sérénité à ses coéquipiers. Ce sera un match beaucoup plus dur pour l'équipe de France que ce qu'on peut penser. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La dernière victoire de l'Argentine en France date d'il y a 10 ans, jour pour jour. France-Argentine ce soir, coup d'envoi au Stade de France, 20h10, temps universel. Bonne journée sur RFI, tout de suite VMDN avec Jean-François Canet. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 17h08. Alors, quel est le lien entre l'ingénierie ferroviaire et la mobilité de demain? Ce sont les ingénieurs de la SNCF. Et même plus que ça, c'est tout vous. La SNCF recrute les ingénieurs de demain dès aujourd'hui. Postulez sur emploi.sncf.com. Salut, c'est Florian Gazan. Vous vous demandez pourquoi une tartine retombe toujours du côté beurré? Vous ne savez pas pourquoi les Ferrari sont rouges, ni pourquoi les flamants roses se tiennent sur une seule patte? Alors abonnez-vous dès maintenant au podcast quotidien de RTL. Ah ouais, c'est chaque jour 1 minute d'infos essentielles sur des sujets accessoires. Ah ouais, est à retrouver sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes partenaires. Vincent de Rosier, rebonjour Vincent. Rebonjour Isabelle et bonjour à tous. Le courant revient tout doucement. 150 000 foyers restent tout de même privés d'électricité selon Enedis. 51 départements restent en vigilance jaune sur la route. De nombreux axes sont encore perturbés. L'accident le plus grave a eu lieu sur l'A6B la nuit dernière dans le Val-de-Marne. Un train boost, 4 voitures et une moto. Le motard est entre la vie et la mort ce soir. 4 personnes sont en urgence absolue. Et puis certains automobilistes sont restés bloqués des heures. C'est le cas sur l'A28. Alors le ministre délégué au transport, François Durandray, était en déplacement dans l'Eure cet après-midi. Et pour lui, aucune faute n'a été commise par les autorités. À ce stade, je constate que les mesures ont été prises de façon tout à fait correcte. Les équipes étaient à pied d'œuvre et ont fait le travail avec beaucoup de diligence et beaucoup de professionnalisme. Il y a manifestement eu un certain nombre d'automobilistes qui n'ont pas respecté les règles qui ont été prises pour leur sécurité. Et donc il faudra évidemment qu'on fasse un bilan avec les préfets de ce qui s'est passé. Fort heureusement, des zones de stockage ont été mises en œuvre et ont permis de limiter les difficultés sur quelques axes qui, à l'échelle du pays, reconnaissez-le, restent très limités. Mais il y a eu manifestement des automobilistes qui n'ont pas respecté les règles. Et il faudra voir de quelle façon nous renforçons ce dispositif. Le ministre délégué au transport François Durovray. Dans moins d'une heure, c'est Yves Calvi qui prendra place dans ce studio pour RTL Soir. Avec Yves, bien sûr, ce soir, les intempéries. Bien entendu. Notre RTL Soir en 2 temps. On va donc évidemment essayer de comprendre l'incroyable désordre sur nos routes dès qu'il tombe de la neige. Et puis nous reviendrons là aussi sur les nouvelles menaces potentiellement nucléaires de Vladimir Poutine. C'est une première. Le président russe utilise désormais des missiles balistiques à portée intermédiaire, portée de 3000 à 5000 km. Et il n'exclut pas de frapper l'Occident. Les explications de l'ancien colonel Pierre de Jong à 18h40. RTL Soir, 18h, 19h15, puisque nous sommes vendredi, avec Agnès Bonfils. À tout à l'heure, Yves. La tension monte encore d'un camp entre les syndicats agricoles. Le président de la FNSE, Arnaud Rousseau, a été chahuté aujourd'hui à Agen dans le Lot-et-Garonne. C'est le fief de coordination rurale. Le syndicat concurrent sur fond de guéguerre d'élections professionnelles fin janvier. Un homme de 60 ans a été tué par balle par un septuagénaire dans un restaurant McDonald's dans le 18e arrondissement de la capitale. Pour une raison inconnue, l'auteur des tirs âgé de 77 ans a pénétré dans l'établissement et a fait feu. Il ne s'est pas enfui et a été interpellé par la police. La météo pour demain, ce sera un temps très nuageux dans toute la moitié nord. Des pluies reviendront en Bretagne et près de la Manche en cours d'après-midi. Le ciel sera plus ensoleillé dans la moitié sud. Les températures dans le matin de -3 à 1 degré en général, de 1 à 4 en bord de mer, et puis l'après-midi ça va remonter. De 5 à 10 degrés dans le nord, de 10 à 15 dans la moitié sud, jusqu'à 19 degrés à Biarritz. 17h03 sur RTL, Laurent Ruquier tout de suite. Selon RTL Lambrécan, aujourd'hui à 7h48. Chez Opel, le mois de novembre rime avec électrique, mais aussi bleu voltaïque ou gris graphique.
Avec Corsa, Mokka ou Astra, trouvez l'Opel qui vous ressemble. Et jusqu'au 30 novembre, Opel vous offre jusqu'à 6 000 € d'avantages clients sur la gamme électrique Opel. Rendez-vous vite en concession pour découvrir notre gamme électrique. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 novembre 2024, sous condition de reprise. Voir détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Dans RTL Matin, découvrez les secrets de la conso. La stretchflation, c'est l'inverse de la shrinkflation. C'est le mot anglais stretch qui veut dire étirer. Donc on en met plus, mais on le vend beaucoup plus cher. Alors là, je suis venu avec des crackers Belin. C'est marqué encore plus de crackers. Le paquet est passé de 100 grammes à 110 grammes. Mais dans le même temps, le prix l'a fait 25% de plus. La morale de l'histoire américaine, c'est que l'imagination des marques sur le sujet est sans limite. À nous de regarder, je vais vous aider tous les matins. Retrouvez Olivier Dauvert chaque matin à 7h20 sur RTL. Il est 7h40, François Langlais. Il est loin le temps, François, où Jean-Jacques Goldman chantait ça. On fait des bébés, on en fait de moins en moins partout dans le monde. Mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'il y a pas longtemps encore, on se plaignait d'être trop nombreux sur Terre, François. Oui, c'est vrai qu'il y a à peine 20 ans, les experts redoutaient une planète surchargée, dévastée par les humains en surnombre et peinant à les nourrir. Ça n'est pas du tout ce qui va se passer. La bombe démographique n'explosera pas. Au contraire, le monde entre dans une dépopulation sans précédent depuis le XIVe siècle. C'était au moment de l'épidémie de peste qui avait tué la moitié des Européens. Mais François, la population mondiale, elle continue d'augmenter, non? Oui, mais d'abord parce que l'espérance de vie moyenne continue à progresser. C'est plus à cause des naissances. Les 2/3 de l'humanité vivent dans des pays où la fécondité est inférieure à 2,1 enfants par femme. Vous savez, c'est le minimum pour remplacer les populations. D'ailleurs, il y a quelques années, on pensait que le pic de la population terrienne serait atteint vers 2085. Alors, on estime aujourd'hui que ça sera 30 ans avant, avec 9 milliards de cas. Allez ouvrir les portes. C'est d'abord les pays riches. Mais en fait, c'est ça la grande surprise, pas du tout. C'est devenu un phénomène mondial. La Turquie, la Tunisie, le Guatemala, qui sont des pays intermédiaires, ben on est à peine au-dessus d'un enfant par femme. En Chine, c'est 1,2. Dans certaines grandes villes en Inde, il n'y a qu'un enfant par femme. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h08. Tout le monde parle des retraites. Podcast Good Morning Business avec l'UMR.